vous faites aujourd'hui? Aujourd'hui, on fête effectivement le 18 mars, le moment où les Parisiens ont sauvé leurs canons qu'ils avaient eux-mêmes payés pour les préserver des Versaillais et aussi évidemment quand même des Prussiens. Voilà. Mais c'est quoi, la commune? Ah, c'est la commune, oui. C'est la commune, mais la commune n'a pas été proclamée ce jour-là, par contre. Hein. C'est la naissance de la commune, mais elle a été proclamée quelques jours plus tard. Là, ce sont les canons qui ont été remontés et sauvés. Et quand? C'était quand? Le 18 mars 1871. 1871. Donc c'est les 140 ans, c'est le 140e anniversaire de la commune, et on va la proclamer à nouveau sur la place de l'Hôtel de Ville. Alors, à l'Hôtel de Ville, vous voyez un drapeau rouge là-haut? Le drapeau rouge, on ne le voit pas, non, c'est le drapeau de l'Europe. Mais on espère qu'elle va être éclairée en rouge tout à l'heure, hein, c'est ce qu'ils nous ont promis, alors on va voir. Et l'écriteau 140 ans, vous voyez quelque part? Non, c'est pas écrit non plus sur l'Hôtel de Ville. Mais je crois qu'ils veulent faire ça discret en même temps. Hein. Ah oui? Oui, parce qu'il faut une exposition, mais bon, voilà, c'est un peu discret. Et pourquoi donc? Bah, je pense qu'ils ont peur de la révolution en fait. Et il n'y a pas un jeune anarchiste pour monter là-haut? Non, mais il va falloir en embaucher un, moi je dis. Hein. Mais moi je peux pas, hein, mais. J'ai pas suivi d'entraînement spécial, mais il en faudrait un. Hein. Et l'initiative. Faudrait lancer l'initiative. Personnelle. Un grand drapeau rouge. Hein. Oui. Parce que pendant les manifestations au mois d'octobre, il y en avait. Oui, il y en avait. Il n'y avait que des drapeaux rouges. C'est vrai. Mais là, on n'en a pas trop, mais on a des parapluies rouges. Hein. Oui. Donc c'est ça qu'on va brandir, je crois. Oui. Merci. Bonne promenade. Hein. C'est vraiment pas de chance. Oui. Ils sont à vendre, les marque-pages. 50 centimes. On vient de loin. Je vais vous l'ouvrir et puis vous prendrez ça. Ah, mais sinon, vous avez le bulletin ici. À côté là aussi, je crois. Peut-être aussi un tout petit peu comme ça, les gens seront à l'abri. Oui. Si on recule un peu, les gens sont à l'abri. Un petit peu. Matériel qui soit là. C'est vrai. Et puis des produits aussi. Et une affiche, la séparation des Non, c'est bon, c'est bon. On filme. Si vous saviez. Une carte postale, c'est ça? Non, c'est ta pochette. J'en avais 13 dedans. Est-ce que tu peux me donner un élastique, s'il te plaît? C'est marqué où la pochette? Si elle n'est pas marquée, on va la marquer. Merci. C'est 50 centimes. Oh, et oui. Et oui, on va prendre une imprimerie. Vous êtes dedans d'ici? Oui, on est l'association des chefs. D'accord. D'accord. Et le petit est vraiment pas avec les amis, la commune. La commune, c'est pour ça qu'il y avait la commune. Justement, il y avait dedans, il y avait plein d'autres choses. Tu veux Alice Ici, c'est bon. Alors non seulement il était peintre de l'ensemble, mais il était aussi l'équivalent d'Espace et maintenant 5 euros.
Merci, merci. À la bibliothèque Marguerite Durand aussi. Je vais venir. Les amis de la commune de Paris. Parce que la Quand maintenant ouais. Je vais y aller. Sur le plan de. Vous avez une invitation? Sur le plan de l'histoire, là. Vous avez une invitation? Moi non plus. Là, vous avez. Bon, ben alors ça marche pas. Est-ce que vous pourriez prier le parapluie? Non, mais si, on va vous en trouver un. C'était un poème d'Eugène Petit. Vous connaissez Eugène Petit, auteur de l'International. Il avait participé aux barricades de février et de juin 1848. Vous êtes devenu. Je ne suis plus libraire et je vais pratiquement pas retravailler dans ce domaine d'activité parce que j'ai bientôt 60 ans et je n'intéresse plus les employeurs à mon âge. Donc voilà. Et je vais quitter Paris pour une nouvelle vie dans l'ouest de la France. Voilà, vous savez à peu près tout, madame. Et Pour vous, vos archives. non, c'est pas mes archives, tout ça. C'est ce que vous m'aviez expliqué quand vous étiez venu au magasin. Mais c'est allé à la Bibliothèque nationale, mais en même temps, vous allez faire peut-être là-bas une librairie à l'ouest. Oui, peut-être bien. Enfin, ça me paraît douteux à l'âge que j'ai maintenant. Mais vous J'ai savez- d'autres façons de m'occuper, donc pour le moment, je ne travaille pas. Et à moins d'un miracle, je ne retravaillerai certainement pas avant la retraite. Mais il n'y a pas de retraite. Oui, ah oui, Si il y a vous plus n'avez de- pas compris qu'il n'y a plus de retraite. J'espère qu'il y en aura une quand même pour moi. Si, j'espère qu'il y en aura une. Mais- Le gouvernement a quand même pensé à nous la conserver parce que... Oui, vous allez avoir de l'argent, mais vous ne voudrez pas ne pas faire ouvrir des livres, donner aux Non, gens à mais j'en ai lire. déjà trop chez moi, il va falloir que j'en vende. Donc, ça va être une occupation dans les années à venir de liquider tous les centaines de livres que je peux avoir chez moi. Voilà, fin de l'entretien. Elle n'avait pas pris de force qui se mouche. Elle essayait de lui fermer la bouche, mais elle criait toujours. Hélas, elle râlait. Elle voulait péter. Je n'avais plus de lait. Toute une nuit, c'était de la sorte qui coulait. Je m'arrêtais devant le porte d'aller. Bien, moi, depuis que je suis un tout jeune homme, l'idée que le peuple de Paris a ouvert en quelque sorte le nouveau siècle en essayant de créer une société nouvelle avec d'immenses espoirs et qu'ils ont trouvé en face d'eux un gouvernement assassin. C'est un souvenir inouï, c'est toute ma vie. Et quand je vais au Père-Lachaise et que je vois le mur des fédérés, je pense à ces hommes et ces femmes merveilleux qui ont inventé quelque chose, une société nouvelle. Alors depuis le siècle a passé, évidemment la tâche est toujours là, mais c'est eux qui ont ouvert ce cycle formidable d'espoir, créer une nouvelle société. Et aujourd'hui, avec le féodalisme financier, il faudrait des communes partout. Oui, il faut une nouvelle commune. Il faut créer une société plus juste. Il faut rassembler la majorité du peuple. C'est-à-dire qu'il faut réouvrir ce grand cycle. Mais on le réouvrira. J'ai pleine confiance. Et nous sommes quelle date? Aujourd'hui, nous sommes le 18 mars 2011, 140 ans après. Ici, il y a 140 ans, des femmes et des hommes ont proclamé la commune. Et il y avait plein de drapeaux, il y avait plein de bonheur, plein de confiance. Vive les communards, madame. Et vous êtes qui? Henri Malbert, j'étais un élu de Paris pendant plusieurs mandats ici, dans cette belle maison, conseiller de Paris. Et j'étais président du groupe communiste. Et je suis content d'être là aujourd'hui. Il n'y a pas de drapeau rouge sur la mairie. Non, ils n'ont pas mis les drapeaux rouges. Mais je les vois quand même. Ils sont là. Ils ne peuvent pas être effacés. Au revoir. Au revoir.
d'être avec nous ce soir. C'est une nouvelle université populaire de l'humanité lancée dans le cadre de nos assises. Si vous lisez l'humanité, vous le savez, la situation de la presse n'est pas brillante, la nôtre non plus, donc on a lancé de grandes assises dont le point d'aboutissement, le point d'orgue se situera le 8 mai. On en reparlera dans les colonnes du journal. La première université populaire s'est déroulée avec Edgar Morin à Saint-Denis. Je ne sais pas si vous aviez vu le compte rendu. On a manqué quelque chose, on n'est pas à la hauteur. Ça fâche, ça fâche. Alors, ce soir, on va parler de la Commune de Paris, vous avez compris. Il y a une double actualité. D'abord, le 140e anniversaire de la Commune de Paris, bien sûr. Et puis aussi une actualité plus proche de l'humanité, puisqu'on vient de sortir un hors-série, que l'on dit exceptionnel, et qui a l'air de se vendre pas mal. En tous les cas, on a de bons échos, donc on ne va pas le cacher. Donc je vous présente ce soir Michèle Riot-Sarcey, historienne, on a 3 historiens ce soir, Claudine Rey, qui est coprésidente des Amis de la Commune de Paris, et Jean-Louis Robert, coprésident aussi des Amis de la Commune de Paris. Je signale au passage que les Amis de la Commune nous ont vraiment grandement aidés dans la réalisation de ce hors-série, et évidemment on est de fidèles soutiens de cette association, qui, vous le savez peut-être, est la plus vieille association ouvrière de France. Voilà. Alors,
Le 18 mars 1871, l'insurrection dans la capitale provoque une onde de choc politique et social qui va traverser l'histoire. Sur les ruines encore fumantes d'un monarchisme toujours revanchard et des derniers feux de l'Empire, dans un pays exténué par le siège des Prussiens et humilié par la défaite de Sedan, suivie de l'armistice, le temps était à se battre pour bâtir une société nouvelle, rien de moins. Le samedi 18 mars 1871, donc, avant le jour, 10 régiments s'ébranlent et vont, comme en témoigne une affiche hâtivement placardée, mettre hors d'état de nuire, je cite, des hommes mal intentionnés qui se sont constitués les maîtres de Paris par ordre d'un comité occulte. Cette tentative par le gouvernement de reprendre les canons que détenait la garde nationale parisienne, qui aurait pu n'être qu'un incident comme un autre, déclenche chez le peuple parisien une révolte dont le processus sera unique dans l'histoire de France. Les communards, les communardes, dans les conditions de leur époque, sont en effet parvenus à mettre en place une démocratie populaire et participative approfondie, tout en jetant les bases d'une république sociale véritable. Épris de citoyenneté et de justice pour tous, malgré la pression des troupes versaillaises de Thiers, les communards ont inventé une citoyenneté qui repoussa loin les frontières de l'imagination des républicains d'alors, allant jusqu'à écrire les premiers éléments d'un code du travail, par exemple, voire bien avant la célèbre loi de 1905 réalisait la séparation de l'Église catholique et de l'État. Fier de son autarcie, arc-boutée sur son intransigeance citoyenne et visionnaire, la commune inventa un monde trop vaste pour son périmètre, mais développa une audace pour les générations futures que ne manqueront pas d'exalter les artistes, les écrivains, les philosophes, tandis que son écrasement par les troupes versaillaises de Thiers lors du bain de sang de la semaine sanglante ne fera que renforcer sa légitime mythologie. Malgré sa défaite, la Commune de Paris, son exemple, son idéal, ont laissé une empreinte indélébile dans l'histoire et exercé une véritable fascination sur tous les révolutionnaires du XXe siècle, qui, de près de loin, ont toujours eu l'espoir qu'ils en continuaient l'œuvre. Marx, qui était un contemporain de la Commune, disait « Merveille de l'initiative révolutionnaire des masses montant à l'assaut du ciel », phrase célèbre. Il serait évidemment fort commode de faire l'histoire, disait Marx, si l'on devait engager la lutte qu'avec des chances infailliblement favorables. Et il ajoutait, grâce au combat livré par Paris, la lutte de la classe ouvrière contre la classe capitaliste et son État capitaliste est entrée dans une nouvelle phase. Mais quelle qu'en soit l'issue, nous avons obtenu un nouveau point de départ d'une importance historique universelle. Jaurès disait pour sa part, ne l'oublions jamais, une révolution ne s'improvise pas, il faut que l'idée d'un ordre nouveau ait pénétré les consciences et les esprits. Nous tous réunis ce soir, nous le savons encore. Pour tous ceux qui rêvent d'insurrection, de révolution et d'authentique démocratie populaire et républicaine, la Commune reste une source d'inspiration inépuisable. Comme chacun a pu le constater, les volontés de changer la société ne gisent plus vraiment au pied du mur des fédérés. Alors ma première question, elle est toute simple, elle s'adresse à vous trois. Pouvez-vous nous expliquer dans quel contexte la France se trouvait au matin du 18 mars 1871 ? Qui veut commencer ? Jean-Louis Robert. Alors, le contexte, tu entends le contexte précis, un contexte un peu élargi. Ça marche ? Ça marche pas. Et là ? Non. Là, ça marche, je parle carrément dedans. Ça va être rapide. Tu entends le contexte allô, là c'est mieux quand même. Oui, tu entendais le contexte du 18 mars très précis ou un contexte un peu plus éloigné parce que si on parlait directement du contexte immédiat seulement, il faut rappeler quand même que la Commune de Paris naît dans un contexte qui est la fin du Second Empire. Donc la fin du Second Empire, c'est toute une série de facteurs qui se sont passés pendant les 20 années du Second Empire, la transformation de Paris, l'osmanisation de Paris, sa croissance, ses transformations sociales, le début, mais seulement le début, parce qu'à force de dire qu'il y a des migrations vers les banlieues et les quartiers populaires, il va se demander pourquoi il y en a tout le temps. Hein. Donc c'est le début effectivement de processus qui rejettent certaines couches les plus pauvres dans les arrondissements périphériques. Et le 18 mars en particulier, toutes les études montrent que le 18 mars, c'est souvent les arrondissements qui viennent d'être intégrés à Paris,
Belleville, Montmartre, le 13e arrondissement et d'autres, où l'insurrection démarre en premier. Donc il y a certainement eu des effets de la transformation urbaine de Paris, mais ce n'est pas quand même le principal. Tenir compte que cet accroissement évidemment brutal de la population s'accompagne de difficultés de logement. Il a fallu construire assez rapidement des constructions souvent de mauvaise qualité, qui deviendront, elles ne sont pas encore toujours à cette époque, mais qui 20 ans plus tard, on va se rendre compte que ce sont absolument des taudis insalubres. Donc, beaucoup aussi logent dans des meublés, dans des garnis, voire dans des huttes. Hein. Il y a des images que l'on peut voir de l'époque, de cabanes, de huttes, où certains les plus pauvres du prolétariat vivent. À côté de ça, ce développement de la ville, qui atteint quand même déjà 1 800 000 habitants, c'est pas une petite ville, c'est déjà une très grande ville. À côté de ça, vous avez le développement économique et social, la révolution industrielle qui s'opère. C'est pas une révolution industrielle aussi brutale en France que dans d'autres pays, mais c'est quand même une révolution industrielle. Les points essentiels de la révolution industrielle, c'est plutôt des villes de province. Hein, le textile, qui est la base de la révolution industrielle, c'est plutôt Lille, c'est plutôt Rouen, la banlieue de Rouen, c'est plutôt Mulhouse, etc. Mais vous avez aussi une industrie à Paris. Alors cette industrie à Paris, elle est un peu mixte. Il y a d'un côté des très petites industries et de l'autre des industries plus importantes, des débuts de grandes industries, mais pas... Le modèle dominant, c'est quand même la petite industrie. Et cette naissance de l'industrie, ou cette transformation de l'industrie, ça s'accompagne de l'apparition d'une classe ouvrière. Alors il faudrait définir plus précisément ce que pourrait être une classe ouvrière à l'époque, on pourrait y revenir dans la discussion. En tout cas, d'un milieu ouvrier certainement, qui vit sans droit, évidemment, hein, pas de congé payé, pas de sécurité sociale, pas de droit du travail ou infiniment. Le seul droit qui a été arraché sous l'Empire, mais qui est rarement vraiment respecté dans les conditions de l'État à l'époque, c'est le droit de grève. Le droit de coalition. Mais la tendance généralement, c'est on vit encore sous le régime de la loi Le Chapelier, hein, et donc du marché, de la main-d'œuvre qui doit être entièrement libre. Donc dans ces conditions, se sont développées sous le Second Empire toute une série d'oppositions qui sont très complexes, des oppositions républicaines, de niveaux très différents, d'engagements très différents, de traditions pour certains jacobines, qui renvoient vraiment à 93, des républicains intransigeants, des républicains durs. Et puis naissent aussi les premières sections internationales. L'Association internationale des travailleurs est née en 1864. Elle a une certaine force à Paris. Elle a plusieurs dizaines de sections à la fin du Second Empire. Et donc il y a un début d'organisation ouvrière qui se manifeste à Paris à la fin du Second Empire, avec des militants importants comme Varlin, par exemple, qu'on peut considérer à cette époque comme un des fondateurs du syndicalisme français. C'est pas par hasard si ici il y a une salle Eugène Varlin à la Bourse du Travail, c'est parce qu'effectivement il parcourt la France. À la fin des années 1860, il va dans toutes les grèves avec d'autres, il n'est pas le seul, bien sûr. Voilà. Et à côté de ça, enfin, il y a développement localement d'un mouvement populaire dans des clubs, dans les arrière-salles des cafés, qui multiplient les réunions, les réflexions, les sociétés. Vous avez une société des équitables de Paris, par exemple, qui existe. Vous avez des sociétés aussi de femmes qui apparaissent. Vous avez tout un mouvement comme ça, toute une ébullition qui se manifeste. Vient la guerre, et là, dans la guerre, ce qui va se manifester, d'abord c'est le siège, c'est très dur, pendant 4 mois, hein,
La capitale est fermée, c'est conditions extrêmement dures, les bombardements, etc. C'est quand même important à notre époque, quand même, souvent on passe dessus un peu vite à mon sens, mais il ne faut quand même pas oublier que ces Parisiens, s'ils sont très républicains, et républicains avancés, et parfois déjà socialistes, ils sont aussi très patriotes. Pour eux, la patrie, ça compte. C'est pas quelque chose comme ça qu'on peut dire. La commune sera internationaliste, c'est vrai, universaliste, comme on veut, mais les Parisiens et les communards, ils sont extrêmement patriotes. Et une de leurs grandes motivations, c'est la défense de Paris pendant le siège. Quand on lit les affiches, il y a des affiches qui effectivement disent « place au peuple, place à la commune ». Il y a des insurrections, mais il y a aussi le gouvernement de défense nationale, de Gambetta, de Trochu et d'autres, ne défend pas, ne mobilise pas vraiment le peuple de Paris pour la défense nationale. Et ça, c'est une composante, je ne sais pas si c'est une composante de la commune, mais c'est une composante du contexte. Et un des mécontentements des communards, des futurs communards et des Parisiens, c'est entre autres que Versailles capitule, signe l'armistice, et cède à tous les diktats de Bismarck. Donc ça, c'est un des points. Il y a aussi il y a une crise sociale, il y a une crise politique avec le côté républicain qui veut s'affirmer face à une assemblée élue le 8 février 1871 et qui a majorité monarchiste. Mais il y a aussi peut-être une crise du sens de la patrie qui est en cause de qu'est-ce que ça peut être une patrie républicaine. Voilà. Thiers, lui, il est surtout inquiet de la montée de cet ensemble de forces sociales, et en particulier d'une d'entre elles, pour terminer, qui est la garde nationale. Ça, c'est une particularité très importante. Le peuple s'est armé, ou on l'a armé, c'est assez compliqué, pendant le siège. Il y a 300 bataillons de la garde nationale à Paris. Sur les 300, environ 200 vont s'organiser dans un processus qui est très compliqué, mais en gros, environ 200 s'organisent. Ça ne signifie pas qu'il y ait 200 000 hommes armés qui participeront à la commune, avec la commune, mais il y a 200 bataillons qui vont constituer un comité central de la garde nationale. Et ce comité central de la garde nationale, qui est constitué au début de mars, c'est celui qui va, le 18 mars, après une insurrection spontanée du peuple, la commune c'est une insurrection spontanée du peuple, on y reviendra, et en particulier les femmes de Montmartre, après une insurrection spontanée du peuple, et après avoir hésité un peu, va prendre le pouvoir le 18 mars au soir, s'installer à l'hôtel de ville, et décider effectivement de faire occuper les bâtiments publics, c'est-à-dire qu'ils ont un peu hésité, ils sont restés 2-3 heures à dire qu'est-ce qu'on fait. Ils avaient été portés au pouvoir, et puis d'un coup ils disent on va faire occuper les ministères, on va faire occuper les fortifications, mais pas marcher sur Versailles, on y reviendra. Donc, ce comité central, c'est une 20 à 30 personnes qui se trouvent au pouvoir le 18 mars dans ces circonstances. Le lendemain, il y a un article de Vallès qui dit, le surlendemain, dans le Cri du Peuple, et il dit qu'il se rend le matin à l'hôtel de ville, et on a affiché la liste des noms des membres de ce comité central qui avait donc été élu 15 jours avant, par les délégués des bataillons de la garde nationale, donc par des délégués du peuple, par certains côtés. C'était ceux qui avaient été les plus actifs, etc. Et ce qu'il dit, je ne connais personne. Voilà, je ne connais personne, ce sont des inconnus, ce sont des anonymes, dont on n'avait pas vu les noms dans la presse, dans les médias, vous avez dit, il y a des médias, à l'époque, des médias importants,
Ils sont inconnus. Et les voici inconnus sous les lambris dorés de l'hôtel de ville. Je n'étais jamais rentré. Alors, pour rester un tout petit peu sur le contexte de l'époque, je ne vous l'ai pas dit, mais bien sûr, préparez-vous, hein, vous pourrez poser toutes les questions que vous le souhaitez après. Michel Riot-Sarcey, je sais que tu veux plus parler de la trace de la commune qu'autre chose, donc ne m'engueule pas. Néanmoins, tu as co-signé dans notre hors-série un texte très important qu'on a intitulé De la Révolution de 1848 à la Commune. Y a-t-il pour toi une parenté entre les deux événements? C'est quand même important pour rester sur la genèse de cette histoire. Il me semble que le processus qui a conduit à la Commune, il faudrait pouvoir débattre de cette question entre la République démocratique et sociale, entre la prise du pouvoir spontanée du peuple, comme l'a dit notre ami. Mais je crois que ce qui est le plus important, parce qu'on aura peu de temps, j'aimerais pouvoir aborder cette question, c'est que je sais bien que chacun d'entre nous a besoin de regarder vers le passé pour tenter de trouver quelques leçons, ou au moins se conforter en disant dans le passé c'était quand même un peu mieux, il y avait un militantisme particulièrement important, la classe ouvrière a pris le pouvoir quelquefois, et après tout, on a besoin de se rassurer. Et je crois que c'est nécessaire, parce que dans la situation présente, on se demande véritablement où on va. Nous avons tellement l'habitude maintenant de déléguer notre pouvoir, si je puis dire, au moment des élections, que la mobilisation se déroule pratiquement par intermittence, comme si les élections marquaient le pas de la démocratie, et du même coup, la démocratie, on ne sait pas ce que c'est. Alors, lorsque Jean-Emmanuel a expliqué tout à l'heure, à propos de la Commune, la démocratie populaire et participative, ça dit combien nous sommes, comme dirait Foucault, transis par le langage, parce que qu'est-ce que ça veut dire, démocratie participative? J'espère que les communards ne parlaient pas comme ça, parce qu'il s'agissait vraiment de démocratie au sens le plus élémentaire du terme, et c'est dans ce sens qu'il y a quelques analogies, pas quelques similitudes, quelques analogies avec 48. Comme si le Second Empire avait été une parenthèse d'un certain point de vue, et qu'enfin les promesses de la Révolution de 48 pouvaient être accomplies. Mais c'était des promesses qui précisément avaient été complètement enterrées par les répressions de juin, d'une certaine manière, et seuls les poètes ont réveillé les mémoires, comme Baudelaire par exemple. Et du même coup, lorsque la Commune surgit, comme l'a dit Jean-Louis, c'est-à-dire surgit dans des contextes particuliers, dans une situation particulièrement dramatique, ce qui est étonnant, c'est que le siège avait été tellement grave, tellement insupportable. Moi, j'ai dépouillé des lettres d'une mère à son fils, le fils était à l'extérieur, c'était terrifiant. Elle raconte le quotidien, et c'est ça qui est intéressant, un quotidien dramatique, où le chauffage, ils sont obligés de faire brûler des bois verts, l'appartement est complètement enfumé, et elle décrit la situation. Alors on imagine que dans ce contexte, avoir un point de vue politique, c'est pas simplement un héroïsme, c'est une réaction, comme si cette réaction critique par rapport au système était une nécessité. On aimerait bien pouvoir vivre de cette manière-là. Sauf que la Commune a été totalement isolée, avec bien sûr ça et là des communes, ici ou là. Nous venons ensemble de Narbonne, précisément pour cet anniversaire, et les Narbonnais nous expliquaient combien la commune de Narbonne était intéressante et importante. N'empêche que toutes les révolutions, à part la révolution de 89, ont échoué. Non seulement elles ont échoué, mais les répressions ont été sévères. Et nous vivons dans un système où précisément ces moments singuliers, où la souveraineté populaire et la démocratie tout simple, hein, la démocratie, c'est-à-dire, Rougeril le rapportait au cours du colloque de Narbonne, c'était la démocratie concrète dans les 20 arrondissements. On a trop tendance, et c'est là-dessus, moi, que je voulais intervenir, on a trop tendance à voir l'histoire, le passé, après tout, ils sont morts, hein, on ne va pas les faire renaître, mais on a trop tendance à imaginer justement cette histoire à travers les porte-paroles, le comité central, l'international, le point de vue de Marx, le point de vue de Blanqui, l'héroïsme extraordinaire de Varlin.
L'important, c'est de savoir comment cette souveraineté était mise en place, comment la démocratie était mise en place, comment en 1948, on a imaginé possible la République démocratique et sociale. On l'a imaginé possible, au point que les associations qui se constituent en 1948 et qu'on retrouve pendant la Commune de Paris, d'une certaine manière, ces associations, elles pensent, comme le disait une des héroïnes de 1948, au gouvernement direct des travailleurs. Mais un gouvernement direct concret, particulièrement évident, si vous voulez. On essaye d'être maître, en quelque sorte, chez soi. Et maître chez soi, c'est maître de la production, essayer de penser, pas le commerce, mais l'échange. Essayer d'imaginer justement cette association, pas la nationalisation des moyens de production, cette association des producteurs, c'est ça l'association. C'est ça le communisme des années 40. Et c'est ce qu'on essaye de penser, j'imagine, au moment de la Commune. Un communisme qui s'associe absolument sans distinction avec la République, le socialisme. On est loin des grands récits, on est loin des pensées téléologiques. On est dans une pratique, dans un pragmatisme républicain, socialiste. Mais tout ça est véritablement mort. C'est-à-dire que si nous voulons tirer les leçons de cette période-là, il faut imaginer une réappropriation de la démocratie, une réappropriation de l'idée souveraine. Cesser d'imaginer que la démocratie s'exprime par une délégation de pouvoir et surtout cesser d'imaginer, on voit avec les votes du Front National, qu'on peut émanciper le peuple de l'extérieur. Toute l'histoire nous a démontré l'erreur, la faillite de cette idée-là. Justement, y compris la Révolution russe, a montré cette faillite. La Révolution russe, de fait, a échoué. Maintenant, on peut le dire, avec ce que ça implique. Donc, la délégation de pouvoir n'est pas pensable. Il faut imaginer que cette démocratie, elle ne peut être faite que par le peuple, mais et pour le peuple. Exactement ce que disait Louis Blanc en 1948, avant la Révolution, en 1947 exactement, avant la Révolution de 1948. Il l'expliquait, c'est pas un communiste, c'est pas tout simplement républicain socialiste, il l'expliquait, il disait que encore les droits, d'accord, mais encore faut-il avoir le pouvoir de les exercer. C'est ça la démocratie, c'est simple. Avoir des droits, mais avoir le pouvoir de les exercer. Et je crois que c'est de ça qu'il faut partir. Et c'est ces leçons-là qu'il faut avoir dans notre tête pour tenter de réfléchir sur ce qui a failli. Je dis bien failli. En quoi on a perdu? En quoi la classe ouvrière a perdu? Au point que certains d'entre eux se vouent précisément dans les bras de n'importe qui et dans des conditions absolument scandaleuses, avec ce que ça implique, comme désertion d'un certain point de vue. Donc, il faut réapprendre à penser la démocratie. Mais la démocratie, elle se pense à partir du moment où les individus s'en emparent. On ne leur apporte pas l'émancipation, ils prennent en quelque sorte leurs droits et le pouvoir de les exercer. Et ça, c'est la chose la plus difficile. Et moi, il me semble que c'est plus important de débattre de cette question, enfin de mon point de vue, que des événements de la Commune ou des événements de 1948. Mais c'est mon point de vue. Claudine, vas-y. Claudine Rey. Sur cette idée de la démocratie, on constate qu'elle ne s'est jamais exercée en dehors de cette période de la Commune. Alors évidemment, ces 72 jours, c'est un laps de temps très très court qui n'a pas été mis à l'épreuve du temps, mais où elle s'est construite chaque jour, cette démocratie. Je pense que ça s'établissait déjà sur une volonté populaire avant la Commune. Sous Napoléon III, quelques droits avaient été accordés de réunions de clubs, par exemple. C'est parce que la volonté était telle qu'il fallait bien répondre pour calmer les exigences à ce droit de se rencontrer, de s'exprimer. Et c'est aussi à travers ça que s'est construite cette démocratie. Quand le 18 mars, les troupes de Thiers ont voulu confisquer les canons payés par les Parisiens pour s'opposer aux Prussiens, évidemment, ça a créé un tollé, mais c'est parce que les femmes
qui étaient présentes ce matin-là sur la butte Montmartre se sont opposées à cette prise de canon. Et cette première insurrection, on ne peut dire que c'est la foule, c'est le peuple, ce peuple sans voix, qui a pris la parole et qui l'a exercée en direct. C'était une volonté, et c'est aussi, je crois, enfin c'est peut-être une opinion tout à fait personnelle, mais que si les communards ont commencé par décider des élections, c'est aussi parce que dans la population, il y avait une forte volonté d'avoir un gouvernement, disons, légitimé. Et je crois que cette réponse qui a été donnée le 26 mars par les élections, c'était pour asseoir cette révolution sur une légitimité. Et cette démocratie, je trouve qu'ils ont su, alors à travers la vie de tous les jours, très concrètement, hein, on a vu des décrets, puisqu'il n'y avait pas de loi, c'était les décrets de la ville de Paris, on a vu des décrets se mettre en place en même temps que s'exerçait la publication. Par exemple, le décret sur l'école laïque, si on reprend les journaux de l'époque, des gens mettaient en place déjà des écoles laïques dans les faits. Donc il y a eu cette démocratie qui s'est installée, comme le disait Mme Rieu-Sarcey, c'est vraiment la prise de pouvoir par le peuple lui-même. Et la commune a su, dans cette période de bouillonnement, où quelquefois c'est difficile de structurer, on n'a qu'à se souvenir de mai 68 et des débats qu'il y avait, comment se structurer dans des périodes où il y a une fusion comme ça de paroles, de clubs, de rencontres. Ils ont réussi ça, ils se sont structurés en mettant en place des commissions, en acceptant que des associations prennent en charge des secteurs importants de l'économie, puisque l'Union des femmes a organisé le travail dans les ateliers réquisitionnés aux patrons qui étaient partis à Versailles et qu'on appelait les francs-fileurs. Aujourd'hui, on les appelle les patrons voyous, c'est aussi une similitude. Mais il y a eu cette prise en charge par les gens eux-mêmes de la défense de leurs intérêts, de la mise en place de décisions. Et je crois que cet enseignement de la démocratie, il est précieux. C'est vrai qu'on ne peut pas refaire le passé, mais en tout cas, on peut peut-être y réfléchir et conjuguer un peu au présent les idées qu'ils nous ont proposées, soumises. Dire que sur un autre terrain, nous, dans notre association, on s'est structuré un peu comme au temps de la commune et que c'est très profitable pour faire avancer les idées et les débats. Jean-Louis, c'est pas pour rester accroché absolument aux faits de la commune, même si Michel va encore en mais c'est pas grave. Quelles sont les conditions de l'échec de la commune? Je dis ça, c'est pour qu'on comprenne bien les circonstances et en tirer des enseignements. Voilà. Je voulais parler de l'échec, justement. Mais donc, pour vous dire ce que tu as dit, puisqu'au fond, justement, tu l'as aussi évoqué. Justement, c'est là que se pose un certain nombre de problèmes. Parce que, justement, à Narbonne, une intervention de Raymond Huard, que vous connaissez, mais dans la discussion d'ailleurs, qui a dit, justement, mais personne ne parle des analyses de l'échec. On a parlé de tout, de ce qu'elle a apporté, ou de ce qu'elle n'avait pas vraiment apporté, ou des individus plutôt que les collectifs des individus, etc. Bon. Et puis, il a dit, mais personne n'évoque l'échec, ni du côté de l'histoire, ni du côté d'ailleurs souvent de la mémoire, où on se contente de dire ce qu'elle a fait de positif. Seulement la mythologie, en gros. Oui, si on veut, pas que de la mythologie, mais disons, c'est vrai que parfois, alors, et effectivement, il a indiqué que dans l'histoire socialiste de la France de Jaurès, qui paraît avant la guerre de 1914, il y a un chapitre sur la commune, qui n'est pas de lui, mais de Dubreuil, un socialiste qui sera ensuite un des responsables du Parti socialiste pendant la guerre de 14. Et se fabrique là une analyse qui ce ne sera pas la seule de l'échec, hein, mais se fabrique une analyse qui est que l'échec est dû à l'inorganisation
de la commune. C'est parce que ces ouvriers ne sont pas suffisamment organisés, que l'internationale est balbutiante, qu'elle a été décapitée, mais qu'elle ne s'est pas bien réorganisée en 1871, etc., etc. Et ça conclut, à l'époque c'était pas du tout le Parti communiste, mais ce n'était pas loin parce qu'il était unifié, sur l'idée que désormais, avec un parti socialiste fort et organisé, donnant la conscience sociale à la classe ouvrière, eh bien, la prochaine révolution serait victorieuse. Et d'ailleurs, on n'aurait peut-être pas besoin de révolution, puisqu'on l'emporterait par le développement des masses ouvrières un jour dans les élections. La classe ouvrière populaire, au moins, serait majoritaire dans le pays, donc un jour ou l'autre, la conscience se manifesterait dans une majorité électorale. Mais au-delà des cassures après qui se produisent entre socialistes et communistes sur le thème de l'insurrection bolchevique ou non, l'idée que le parti doit encadrer la classe ouvrière et l'argument est assez fort aussi, parce qu'il souligne que, attention, il y a quand même eu 20 000 morts, moins, plus, je ne calcule pas, et d'une répression immense. Et comme tu dis, il faut toutes les insurrections, si on attend d'être sûr qu'elles sont réussies, on les ferait jamais, ça c'est certain. Mais en même temps, il y a quand même aussi une responsabilité quand on sait comment ça peut se terminer. Tout n'est pas non plus. Donc, il y a cette première interprétation qui se fait jour et qui évidemment va dans l'histoire du mouvement ouvrier français devenir l'interprétation dominante. Hein, en tout cas, de l'échec, hein, pas de l'ensemble des phénomènes de la Commune les plus positifs que nous avons examinés. Et ça va d'ailleurs un peu justement faire un peu disparaître une certaine image de la Commune pendant un certain temps. Mais il y a effectivement aussi une autre interprétation qui apparaît d'ailleurs assez rapidement, qui est, alors bon, tout ce que j'ai dit sur la première interprétation, après se développe, se décline en ils n'ont pas été assez organisés militairement, ils n'ont pas eu un commandement clair, etc. Hein. Marx leur reproche de ne pas marcher sur Versailles. Voilà, mais même après, de ne pas avoir marché sur Versailles dès le début de l'insurrection, mais même après, de n'avoir pas été capable d'avoir eu plusieurs commandements. Il y avait le commandement de la garde nationale, il y avait le délégué à la guerre de la Commune, il y avait le comité central de la garde nationale qui existait encore, celui qui avait été élu avant la Commune, mais qui était encore là. Donc ça faisait 3 commandements différents. Hein. Donc c'était quand même pas du gâteau, les bataillons recevaient des ordres d'un peu partout, ils faisaient comme en plus ils avaient l'esprit un peu... Ils faisaient aussi un peu ce qu'ils voulaient, hein, pour aller, etc. Donc il y a ça, il y a beaucoup d'autres facteurs qui sont mis en avant dans cette thèse. La thèse opposée, qu'on retrouve d'ailleurs chez les communards aussi, qui est un peu libertaire, un peu, hein, je dis un peu pour exagérer, qui est il y a eu trop de chefs pendant la Commune. Il y a déjà eu trop de chefs pendant la Commune, et c'est ça qui a empêché l'explosion populaire d'aller au terme de son processus. Hein, donc, ça se trouve aussi, c'est une explication beaucoup moins fréquente dans la France, mais qu'on retrouve dans certains textes. Donc, bien sûr qu'il y a ces questions de l'échec qui sont posées. Je crois que des raisons toutes simples, c'est qu'effectivement, la Commune n'est probablement pas majoritaire dans le pays. C'est une France rurale, il y a plus de 70% des habitants sont encore des ruraux. On l'a vu, il y a une paysannerie par Rouge autour de Narbonne
qui n'est pas défavorable parce qu'elle a des modes de vie associatifs, elle a un potentiel associatif qui ressemble au potentiel associatif des ouvriers de Paris. Certains vignerons, ils sont déjà dans une sorte d'esprit coopératif et associatif qui les font ressembler. Mais bon, il y a quelques îlots comme ça, massivement, effectivement, ils sont quand même probablement isolés. Toutes ayant quand même enfin, les élections ne sont jamais jouées à l'avance. C'est plus facile à dire les causes d'un échec après que pendant. Hein. C'est sûr, on a toujours l'argument de développer les choses. Mais il y avait aussi des communications qui ont montré comment dans certaines villes, il y avait un soutien républicain, mais pas un soutien républicain très... voilà, c'était une ville républicaine. Un, c'était une ville républicaine. Deux, c'était une ville qui proposait l'autonomie. Tu l'as évoqué tout à l'heure. Et donc, qui ne voulait pas nous manger, quoi. Paris ne voulait pas manger la France, cette fois-ci. Hein, donc, il y avait une certaine sympathie aussi, qui n'a pas été très loin, mais qui existait et qui a probablement servi un peu de ressource au développement républicain après la Commune. Peut-être faut-il quand même citer les autres villes. La Commune, ce n'est pas que Paris, hein, quand même. Il ne faut pas l'oublier. Il y a Lyon, Marseille, il y a Narbonne, évidemment, Creusot, voilà, etc. Et là, alors, dans le jour il y a même eu un intervenant qui il y avait une petite commune d'une journée à Corneilla, de quelque chose, je ne vais pas oublier ça, parce qu'il y a 3 Corneillas dans les Pyrénées-Orientales. Corneilla dans les Pyrénées-Orientales, ça durait une journée. C'est un village de 1500 habitants à 80 km de Perpignan, et pendant un jour, ils proclament la commune. Et il y a beaucoup de toutes petites choses comme ça, mais ça ne dure pas, ça dure un jour. Quelques gendarmes arrivent, et voilà, la chose est terminée. Michel Rio-Sarcey de rebondir. Juste un petit point pour qu'on s'entende bien. C'est-à-dire l'échec, je suis d'accord avec Jean-Louis, avec tout ce qu'il dit, mais c'est... J'ai fait parler. Oui, tu as fait parler, Luala. Mais ce qui me semble important, c'est pas exactement dans ce sens que j'expliquais la façon dont on doit tirer le bilan des échecs. C'est pas le bilan de la commune en tant que tel. L'isolement de la commune était suffisamment important pour que la situation soit, d'un certain point de vue, désespérée malgré les autres communes. Moi, ce qui me semble important, c'est qu'à partir de cette interprétation de Jaurès à Gued, hein, en passant par Engels, à la fin de la période, c'est d'ailleurs dans ce sens qu'il fait son introduction à 48, Guerre civile en France. Et c'est bien la raison pour laquelle on aimerait bien republier avec peut-être un commentaire de cette introduction d'Engels. C'est qu'on estime, et ils estiment, moi j'ai toujours en tête ce que disait Gued en 93, lorsque 50 députés, c'est bien 50 députés, entrent à l'Assemblée nationale, pour la première fois, Gued dit, mais il adhère, hein, c'est un ancien anarchiste en plus, Gued, il dit, la révolution est en marche. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on entre dans la République, en République, avec le processus de délégation de pouvoir, j'insiste là-dessus, parce que la République qui a triomphé, c'est pas la République démocratique et sociale, donc avec simplement l'expression de la délégation de pouvoir, la révolution est en marche. On estimait qu'effectivement, le suffrage universel, masculin, allait permettre l'entrée des socialistes, l'entrée de la classe ouvrière dans les assemblées. On a bien vu que c'était pas ça la démocratie, que ça l'a absolument pas permis. Et moi j'insistais pour dire que à partir de ce point de vue sur les organisations, c'est-à-dire comment les organisations imaginent organiser, c'est-à-dire gouverner en quelque sorte le peuple par ou organisation interposée, c'est ça aussi l'échec. Je ne suis pas en train de défendre non plus l'autre point de vue libertaire en disant il y avait trop d'organisations, pas assez, etc. etc. C'est l'idée qu'on doit maintenant, parce que qu'importe, je dis bien ça s'est déroulé, c'est fini, on doit comprendre que l'espérance démocratique en 1948 était extrêmement forte. Je dis bien l'espérance démocratique. C'est la démocratie à la Rosa Luxembourg. C'est ce type de démocratie que reprendra Rosa Luxembourg en 1905. C'est l'idée de cette démocratie. Cette idée-là, pour l'instant, elle n'est plus dans les têtes.
On ne sait plus exactement ce que c'est que la démocratie. C'est pour ça qu'on rajoute cette espèce de qualificatif qui ne veut rien dire, qui signifie simplement que la démocratie, en fait, on a oublié ce que c'était. Donc, c'est se réapproprier cette idée qui a, en fait, mobilisé des masses. Même dans les années 1905-1910, il y a eu quand même, jusqu'en 17, je ne parle même pas de la Révolution russe, hein, dans ces périodes extraordinaires où l'utopie, moi ce que j'appelle le réel de l'utopie, était pensée possible. Se réapproprier cette idée avec, en arrière-fond, bien se dire que l'idée qu'on puisse émanciper le peuple à sa place était véritablement, c'est pas une erreur, c'était une impasse. C'est uniquement ça que je voulais expliquer. Pour nous, hein, maintenant, nous sommes en 2011 et bientôt en 2012. J'espère qu'à chaque fois qu'on pense 2012, immédiatement, on pense aux élections. Si on pouvait imaginer autre chose que les élections, ça nous permettrait quand même. On est dans le vif du sujet. Alors, avez-vous des questions? Il faut que les mains se lèvent maintenant. C'est à vous de jouer. Hein. Et les responsables de la défense nationale de la commune a commis pas mal d'erreurs. Lesquelles? J'ai lu quelque part que le responsable de la commune pour les affaires militaires a commis pas mal de fautes, des erreurs. Lesquelles? Parce que le débat sur la démocratie est une question, évidemment, une question importante, et j'en dirai deux mots, effectivement. Bon, parmi les erreurs militaires, pour autant qu'on puisse être sûr qu'ils auraient gagné, malgré tout, hein, on ne sait rien, hein, on ne peut pas dire s'ils avaient fait ça, ils auraient gagné. Alors, la première qui est évoquée classiquement, c'est le 19 mars, on dit que Thiers n'avait plus que 20 000 hommes. Hein, déjà, ces troupes avaient eu du mal à en mobiliser 20 à 25 000 pour conquérir Paris le 18 mars. Hein. Donc, ces troupes-là, elles sont un peu... une partie s'est ralliée à la commune, en tout cas à l'insurrection, a fait crosse en l'air, hein, a refusé de tirer. Donc, il y a plusieurs sommations sur la foule le 18 mars. Bon, c'est une partie. Ailleurs, effectivement, il y a des barricades qui se dressent. Et les barricades du 18 et 19 mars ont l'intérêt d'être des barricades offensives. Hein. C'est beaucoup plus efficace la barricade offensive que la barricade défensive. Donc la barricade offensive, ça morcelle les troupes. Les troupes sont morcelées, elles sont cassées, elles sont isolées, et puisqu'elles occupaient plusieurs endroits dans Paris, c'est elles qui sont dispersées et isolées par les barricades, et qui sont coupées de leur chef, etc. Donc elles sont également très, très fragiles. C'est là que Thiers à 15 heures, aussi un peu parce qu'il a peur quitte le Quai d'Orsay, parce qu'il voit passer un bataillon de garde nationale qui crie devant le Quai d'Orsay, hein, ça lui fait un peu peur, ils vont rentrer m'arrêter aussi. Hein. Donc il file par la porte arrière, et puis il s'en va au Pont de Sèvres précipitamment, mais il laisse un mot, évacuer Paris. Donc on troupe, évacuer Paris. Donc elles vont effectivement, et là c'est peut-être déjà la première erreur, on les a laissés partir. Hein, alors que peut-être, mais je l'ai dit tout à l'heure, hein, le comité central, c'est 20 personnes qui viennent comme ça d'arriver au pouvoir. Hein, voilà. Donc on les laisse souvent partir, et donc ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, même si elles reviennent à Versailles, il y a 20 000 hommes, 15 000, 20 000, 30 000 hommes maximum. Officiellement, mais il n'y en a pas autant, hein, les bataillons de la garde nationale peuvent regrouper 200 000 hommes. Les bataillons favorables à un bataillon, c'est 1 000 hommes. 200 bataillons, c'est à peu près 200 000 hommes. Et certainement que les 200 000 ne sont pas non plus en état de marche. Hein, mais ça fait un nombre quand même impressionnant d'hommes. On dit qu'ils auraient pu marcher là tout de suite le 19, le 20 mars sur Versailles et tomber sur l'Assemblée qui s'était réunie là et le gouvernement qui venait donc de repartir à Versailles, et peut-être la révolution se serait étendue suivant l'idée qu'au XIXe siècle, mais que c'était déjà bien éventé, que la province suivrait Paris.
Bon, ça c'est la deuxième erreur qui est imputée à la commune. Hein. La première, c'est la dispersion des forces armées de Paris. La deuxième, c'est le refus d'attaquer. La troisième, alors ça c'est très technique, c'est l'oubli d'occuper le fort du Mont-Valérien. Ils ont fait occuper pas seulement les murs, mais ils ont fait occuper tous les forts qui étaient à 3-4 km. Hein. Il faut s'imaginer que quasiment toute la zone au-delà des fortifications de Thiers, hein, c'est-à-dire là où sont les maréchaux à peu près actuellement, c'est des communes limitrophes. Hein, pendant la commune, Ivry, etc., toutes ces communes sont occupées par la commune, hein, jusqu'à la fin. Malakoff, même Neuilly, qui est bombardé d'ailleurs par une des villes les plus bombardées par l'artillerie des Versaillais. Toutes ces villes, le Valois, etc., du côté ouest et sud, parce que de l'autre côté, ils ne peuvent pas, il y a les Prussiens, du côté est. Hein. Les Prussiens, ils sont là jusqu'au pied des fortifications, là, côté est. Hein. Ils occupent les forts, ils occupent les Lilas, ils occupent Montreuil, ils occupent Saint-Denis. Ils sont à Saint-Denis. Hein. Donc là, de ce côté-là, vous avez les Prussiens. Et surtout l'ouest et le sud, ils sont là, donc jusqu'au fort là. Ils auraient pu occuper le fort du Mont-Valérien, qui est malheureusement la position stratégique la plus importante. Les forts de Paris comptent, mais le fort du Mont-Valérien, c'est celui qui compte le plus. C'est le plus élevé, et qui contrôle en plus la route de Versailles. Voilà. Donc ça, c'est les principales erreurs, et après, il y a toute une série d'erreurs de commandement. Alors, juste un mot, voilà, après il y en a d'autres, mais voilà, ça c'est peut-être les principales. Juste un mot, c'est qu'effectivement, ces hommes du 18 mars, qui sont au pouvoir, qui sont donc l'expression quand même assez proche de ce que tu dis, à savoir ce mouvement populaire, même s'ils sont délégués, mais dans l'esprit, ils ne sont toujours que délégués. On n'est que délégué de bataillon. On peut être révoqué à tout moment. D'ailleurs, ça n'arrête pas. Dans les bataillons de la guerre nationale, on n'arrête pas de révoquer, de dire le lieutenant machin, ça c'est peut-être pas aussi facile non plus quand on veut mener une guerre civile de révoquer constamment les chefs. Hein. Mais bon, en tout cas, les délégués au comité central et les lieutenants, etc., tous ces gens-là sont élus et révocables absolument à tout moment par les assemblées de bataillons. Donc, ils sont vraiment très, très proches de ce mouvement. Qu'est-ce qu'ils font donc? Ils décident deux choses. Un, à minuit, 1h du matin. Un, ils crient « Vive la commune !» Un tel de type qui vive la commune. On va faire une commune. Donc on va effectivement prendre le pouvoir à Paris. J'aurais pu dire, finalement, négocions, on se trouve là, mais enfin, finalement, on n'est pas de pouvoir légal, allons voir les maires des arrondissements de Paris, on va négocier, etc. Non. Là, ils disent, on prend le pouvoir. Hein, on prend les ministères, on ne prend pas seulement l'hôtel de ville, on prend la préfecture de police, on prend les ministères, on occupe Paris, on prend le pouvoir. Et on ne nous le prendra pas comme ça. Hein. D'ailleurs, quand il y a une manifestation, c'est pas des temps, parce que quand il y a une manifestation du Parti de l'Ordre à Paris, quelques jours après, ils ne sont pas gênés, pas trop gênés, hein, il faut bien dire, pour tirer dessus. Hein. Et les banques qui n'ont pas pris. Oui, oui. Alors, mais en même temps, mais ça c'est bien après, mais en même temps, qui décide, on prend le pouvoir, on fait la commune. Tout de suite, deuxième communiqué, nous organisons des élections. Ça, c'est pas comme les bolcheviks, hein, puisqu'on fait des comparaisons. Hein, alors, faut pas oublier ça non plus. Les bolcheviks, eux, c'est pareil, c'est une sorte de comité d'ouvriers, de soldats, avec une sorte de représentativité qui n'est pas inexistante non plus, comme le comité central de la garde nationale a une forme de truc. Mais eux, ils décident, on veut. Je ne dis pas qu'ils ont raison, hein, j'en fais pas, ouais. Je constate qu'ils décident, nous, on veut que le peuple se prononce. Donc c'est qu'ils ont aussi ça dans la tête. Alors est-ce qu'ils le font parce qu'ils veulent se légitimer par rapport à Versailles? Ils disent qu'il faut qu'on ait notre pouvoir, on ne va pas nous croire. Ou est-ce que parce que malgré tout, ils sont attachés à cette forme de démocratie dite représentative aussi,
Donc c'est quand même très complexe, hein, c'est quand même très complexe. Donc ils vont mettre en place une sorte de structure très, très compliquée, effectivement très imbriquée. L'idée étant, je ne sais pas ce que ça vaut actuellement, hein, l'idée étant, par contre, ces élus, ils sont sous notre contrôle. Ils ne peuvent pas, ils ont un mandat du peuple. Voilà. Non, je voulais juste dire une chose. Elle veut répondre parce qu'il Oui, oui. peut-être son aille. Après, ça sera... La remarque était pertinente quand même, Jean-Louis, si je puis me permettre, parce que Marx leur a beaucoup reproché aussi de ne pas prendre le trésor de guerre à la Banque de France. Mais oui, l'argent... Non, mais l'expérience c'est pas une critique de l'expérience de la commune, bien au contraire. Hein. C'est l'enseignement qui a été tiré précisément par les porte-paroles, par les responsables du mouvement ouvrier, après, plus tard, au point que cet enseignement a fonctionné. Moi, j'ai toujours en mémoire, en 1992, au moment où il y a eu le bicentenaire de la Révolution, il y a eu un grand colloque organisé par Michel Vauvel, qui est des nôtres, si je puis dire. On a assisté à la réhabilitation de Thiers au cours de ce colloque. Moi, j'étais débutante à ce moment-là, et donc j'ai rappelé simplement la mémoire. Il n'y avait aucune intervention sur la Commune de Paris. J'ai simplement rappelé la mémoire de Vaillant. J'ai simplement lu un discours de Vaillant à propos de la Commune, en disant que si on réhabilite Thiers et si on dit que Thiers est républicain, certes, à ce moment-là, il ne faut quand même pas oublier que la Commune, elle était un tout petit peu républicaine avant lui. Non, mais ce processus, justement, d'interprétation, sans regarder de près ce qui s'est passé, c'est-à-dire la pratique démocratique, bien sûr qu'il y a eu une pratique démocratique, mais encore faut-il peut-être encore regarder de plus près dans les 20 arrondissements, comme le disait Rougerie il y a donc à peine quelques jours. Donc c'était à ce niveau-là, c'était sur les leçons tirées et la façon dont Engels et tous les gens qui comptent dans le mouvement ouvrier ont essayé de penser l'organisation ouvrière, penser davantage sur le modèle de la révolution russe que sur le modèle de la commune. C'est uniquement ce que je veux dire, hein. C'est pas, bien au contraire, pas une leçon critique. Excusez-moi, mais je suis absolument obligée de partir. J'avais dit que je devais partir à 7h30. Mon mari est gravement malade et il ne peut pas rester tout seul. Et la dame s'en va. Revenir sur la démocratie. Parce que il faut savoir ce que l'on veut. Où on veut une révolution menée par un parti politique et on va savoir dans quelle voie on avance et si on n'avait pas ce parti et ça nous a conduit à l'échec. Où on veut la démocratie telle qu'on la conçoit aujourd'hui, dans tous les partis, ou tout au moins dans celui qui représente le journal d'Humanité. C'est-à-dire qu'on écoute tout le monde, on donne la parole à tout le monde. Et il faut imaginer sous la Commune toutes les tendances qu'il y avait. On dit, et on en est très satisfait, que c'est la seule période de l'histoire où la démocratie a existé, mais c'est pas facile la démocratie. Quand il faut écouter tout le monde, se mettre d'accord avec tout le monde, il faut considérer combien ça a été difficile. Sur la marche sur Versailles, c'est vrai qu'il y a eu des hésitations. Il y a beaucoup de gens qui disaient qu'il faut marcher sur Versailles, pas forcément le 19, moi je crois, c'est personnel, hein, comme c'est subjectif, hein, mais que les gens voulaient vraiment ces élections et qu'il y a eu ce moment de flottement parce qu'il fallait bien voir comment ça allait se passer. Mais la marche sur Versailles, elle était une volonté populaire. L'Union des femmes et les femmes en particulier s'enrôlaient pour aller se battre contre les Prussiens, mais aussi marcher sur Versailles. Il faut se rappeler que le 3 avril, il y avait 700 femmes place de la Concorde, rejointes par 500 autres au pont de Grenelle, qui voulaient marcher sur Versailles. Et les communards les en ont empêchés, parce qu'ils disaient que la répression allait s'abattre trop violente, donc allait tout annihiler, mais en même temps, c'est parce qu'ils n'étaient pas prêts non plus à le faire, et ne s'étaient pas mis d'accord sur cet aspect des choses. Et donc, c'est vrai que écouter l'expression populaire et en même temps pouvoir y répondre, il y a toujours un décalage. Les gens dans les réunions de club disaient toute la confiance qu'ils mettaient dans la commune, mais aussi toute leur crainte de voir, par trop de mollesse, faire que leurs espoirs ne soient pas réalisés. Et si on se souvient de nos républiques précédentes, la 4e est tombée,
on pourrait presque dire par un excès de démocratie, puisque chaque fois qu'on n'était pas d'accord, il y avait la chute du gouvernement, ce qui ne se passe plus aujourd'hui. On ne peut plus renverser maintenant le gouvernement en place. Et la Ve République a été mise en place aussi pour ça. Le peu de démocratie qui existait, ça a été largement supprimé. Donc je crois que la démocratie qu'il faut inventer, dont parlait Mme Rieux-Sarcey tout à l'heure, c'est pas facile. Il va falloir tenir compte de tout le monde, de toutes les façons de penser et d'arriver à construire ensemble. Et la diversité, c'est une richesse, mais pas facile à mettre en place. Il faut qu'on y arrive si on veut vraiment avoir une démocratie. Le mot lui se suffit par lui-même, c'est vrai. Si on se situe en 1871, à l'époque du bouleversement de la Commune de Paris, quelles étaient les positions des églises à cette époque? Il y en avait plusieurs, mais bon, enfin c'est une question effectivement importante. Alors donc, comme maintenant j'imagine, hein, l'Église catholique est de loin la plus forte religion présente. Ce qu'il y a, c'est qu'elle a carrément, à la fin de la Seconde République déjà et pendant l'Empire, pratiqué une alliance avec le pouvoir. Hein, et qu'elle a cru conforter, mais ça prouve que même quand on a des moyens, on ne marque pas toujours les points idéologiques qu'on espère. Elle a cru conforter ses positions, particulièrement avec la loi Fallou, puisque la loi Fallou autorisait, non pas autorisait, parce que ça c'était déjà autorisé avant, mais obligeait que toutes les écoles, y compris communales non religieuses, puisque les communes pouvaient choisir de faire appel à des instituteurs laïcs ou à des instituteurs des congrégations. Les communes avaient une possibilité. En règle générale, il y avait la règle que les écoles de garçons étaient souvent laïques et les écoles de filles, parce qu'il fallait leur donner une éducation religieuse, en plus importante, étaient souvent faites par les sœurs. Mais, de toute façon, toutes les écoles avaient l'obligation de faire un enseignement religieux, minimum. Donc, il y avait une sorte de contrôle dans toutes les écoles, y compris dites laïques communales, une obligation d'enseignement religieux aux élèves. Ce qui d'ailleurs rend les choses assez amusantes, parce qu'à l'époque, c'était l'enseignement privé qui était vraiment laïque. Louise Michel, je vous le rappelle, elle n'était pas dans les écoles publiques. Parce que être dans une école publique, sous le Second Empire, ça veut dire prêter serment à l'empereur, parce que tout fonctionnaire, municipal ou non, ou d'État doit prêter serment à l'empereur, et de accepter l'enseignement religieux dans sa classe. Donc, quand vous ne vouliez pas être comme ça, vous avez votre seule chance, c'est de créer une école privée. Et Louise Michel, il faut voir les choses, hein, le temps a changé. Hein. Alors maintenant, oui, l'enseignement public, c'est évident, c'est public. Hein. Mais à l'époque, c'est pas si simple. Hein. En 1870, Louise Michel, elle fonde des écoles privées où elle peut être libre. Ah oui, c'est comme ça, on n'est pas de bonne école libre. Mais à l'époque, oui, on était. Voilà, il ne faut jamais plaquer tout de suite, quand même, hein, parce qu'après, c'est trop simpliste. Hein. Mais ce qui se passe, c'est que cette contrainte religieuse, qui est aussi dans les hôpitaux, vous avez des sœurs, tout ce qui est secours est tenu par l'Église, les bureaux de bienfaisance sont tenus en fait par les sœurs dans les arrondissements, etc. Donc toutes ces choses-là heurtent finalement un peuple ouvrier qui, à l'époque, alors là, et c'est là qu'il y a eu quand même quelque chose qui est important, à l'époque, effectivement, est attaché à rejeter l'Église de ses institutions publiques. Oui, oui. Donc, le premier acte de la Commune, effectivement,
effectivement, le premier grand décret, une fois élu, c'est le décret de séparation de l'Église et de l'État. Et ce décret de séparation de l'Église et de l'État est suivi de la laïcisation, cette fois-ci vraiment des écoles, c'est fait progressivement au niveau des arrondissements, des écoles communales, où on remplace progressivement les sœurs par des instituteurs ou des institutrices laïques, où on enlève les crucifix des salles de toutes les écoles, des hôpitaux, où on crée une assistance publique laïque qui remplace dans les municipalités les bureaux de bienfaisance. Et ils sont très vigilants, les communards, effectivement, à ce que, au principe de la liberté de conscience dans les écoles, il n'y ait pas de propagande religieuse. Hein? Et que aucun signe distinctif. Oui, c'était dans les Ils textes. sont très vigilants. Aucun signe distinctif ne doit être présent. Et l'enseignement ne doit s'effectuer que suivant les acquis de la science, fondés sur la rationalité des démonstrations, sans que cela bride sur les sujets artistiques, pour eux, l'imagination qui doit être entièrement libre. Voilà, donc là-dessus, ils ont effectivement une très grande œuvre de laïcité. Pour eux, c'est un point essentiel mais il faut dire qu'ils viennent de vivre aussi une période où ils ont été inondés par les bondieuseries, soyons francs, et qu'il y a une réaction anticléricale en même temps qui accompagne tout ceci. C'est pas seulement de la laïcité, il y a aussi un peu d'anticléricalisme quand on voit les caricatures et tout ça. Hein, le curé et la demi-mondaine qui pleurent ensemble parce que leur clientèle n'est plus là. On en a cru une. Donc voilà, il y a tout ça. Mais c'est quand même un point très important pour eux. Ce sont des laïcs assez intransigeants. Même s'il y a quelques catholiques, il y a 2 ou 3 élus catholiques parmi les 90 communards. Et voilà, hein, dont un fait marier sa fille à l'église. Mais c'est le seul. Hein. Sur l'enseignement sous la commune, il y a aussi l'originalité très en avance sur son temps de vouloir faire enseigner par des professeurs, des enseignants, mais aussi par des ouvriers pour que professionnellement on puisse tirer le bénéfice de ce travail manuel qui fait partie de la vie. Et il y a dans les textes une femme qui demande à ouvrir son école, Madame Millier, qui veut transformer son école en y faisant entrer aussi un enseignement professionnel. Et c'est d'ailleurs sous la commune qu'il y aura une école professionnelle de créer. 2 écoles. On a oublié, je pensais à celle-ci. Celle des garçons et celle des filles et des garçons. Je pensais qu'à celle des filles. Oui, j'ai fait un peu de fixation sur la condition féminine, tu avais remarqué. Mais il y a effectivement 2 écoles avec un enseignement professionnel. Et c'est par rapport à notre époque, de la pension aux veuves de fédérés, qu'elles soient mariées ou non. Et on donne aussi une pension aux enfants, aux orphelins, qui soient légitimes ou naturels. Et on se souvient qu'il n'y a pas si longtemps, on utilisait encore dans notre langage administratif et même courant du terme d'enfant adultérin. Ça laisse et de droits de succession auxquels ils ne pouvaient pas prétendre. Et ça date de 1965 ou 70, cette régularisation. Donc c'est vraiment montrer à quel point la commune, parce qu'elle écoutait les propositions des gens à travers les débats dans les clubs, à travers les associations, qu'elle était capable non seulement d'entendre, mais ça ne tombait pas comme aujourd'hui dans un entonnoir, elle était capable de prendre en compte et de réaliser les revendications des gens. Je rappelle que tout cela se passe 35 ans avant la loi de 1905. Et en 72 jours, hein, ne l'oublions jamais, auxquels on peut d'ailleurs retrancher la semaine sanglante. Y a-t-il d'autres questions? Moi, je regrette qu'on ait
Je regrette qu'on balaye un petit peu, qu'on balaye un peu d'un revers de main le problème de l'argent. Parce que il y a eu le mont-de-piété, il y a eu la création des monts-de-piété, les gens allaient déposer le peu qu'ils avaient dans ces monts-de-piété contre l'argent, parce que je pense que ça a été une erreur de la commune, et dans la perspective du 21e siècle, où on a vu avec la crise que l'on vient d'avoir avec les banques, où c'est de nos poches alors que l'on donne de l'argent à l'État pour enflouer des banques, je veux dire que l'argent, faut pas le mettre d'un revers faut pas l'évacuer d'un revers de main, y compris au moment de la commune. J'appuie fortement cette question. Deux fois. Tu l'as préparé. Donc, oui, alors, il faut distinguer la question des banques et du mont-de-piété, mais pas complètement. Alors, bon, vous savez que beaucoup de 300 000 personnes, à peu près, avaient déposé des objets en gage au mont-de-piété, hein. C'est donc toujours une question essentielle pour le petit peuple parisien, et parfois pour des gens plus riches, hein, de pouvoir récupérer leurs objets avant qu'ils ne soient mis en vente. Vous savez qu'il y a un délai, et puis si vous n'avez pas à payer, on finit par vendre vos objets. Donc, pendant le siège, il y a un moratoire sur le mont-de-piété. On arrête la vente des objets et on n'est pas tenu de rembourser dans les délais. Et une des provocations de Thiers, parmi d'autres, c'est d'avoir effectivement supprimé aussi le moratoire des loyers, etc. et de remettre le mont-de-piété en fonctionnement et d'exiger de nouveau les paiements des crédits, des emprunts ou mise en vente, sinon remboursement de cet objet. Et la commune, c'est effectivement une des premières mesures qu'elle prend, avant même l'élection d'ailleurs. Cette fois-ci, c'est le comité central de la garde nationale qui suspend tout de suite ce décret de Thiers avant même l'élection, hein, parce qu'il y a des mesures immédiates qu'il prend, qui lui assurent d'ailleurs une certaine popularité dans des couches assez larges de la population. Donc ça, il y a la question du mont-de-piété. Après, c'est quand même intéressant la suite, parce qu'il y a eu tout un débat sur le remboursement ensuite, parce qu'ils n'ont pas décidé qu'il fallait quand même trouver une solution à long terme. Donc il y a tout un débat, et ils finissent par décider que les objets seraient redonnés pour tous les prêts petits, moins de 20 francs, sur lesquels il y avait eu un prêt de 20 francs. Donc 150 € actuels à peu près. Parce que sinon ça ne veut strictement rien dire. En gros, tous les prêts qui avaient été de 150 € à peu près, tous les petits prêts, eh bien, on redonnait gratuitement les objets aux gens. Voilà. Donc ça, c'est tué. Mais pour les autres prêts, les gens devaient rembourser avec des délais qui étaient assez étalés. Donc là, c'est une mesure qui finalement concerne aussi des réflexions possibles sur les formes de crédit gratuits qui sont derrière ça. Hein. Parce que la commune est préoccupée. Alors, il y a le système bancaire, mais eux, ils sont, que vous voyez d'une certaine façon, mais eux, ils sont préoccupés, comme le disait Michel Sarcey, ils sont préoccupés par l'association ouvrière. C'est ça leur préoccupation. C'est qu'on va reprendre un certain nombre d'usines, d'ateliers, d'entreprises, où on va se mettre ensemble, parce qu'il y a aussi des petits artisans là-dedans. Hein. Eugène Potier, il va composer l'international, Debout, les de la Terre, etc. Mais lui, il est dessinateur sur étoffe à son compte, quand même. Hein. Oui. Ça n'empêche pas d'être un... Parce que voilà, les limites, elles sont à l'époque un peu floues entre l'ouvrier salarié et le tout petit artisan. Hein, c'est une époque où l'ouvrier, à l'époque, ça peut vouloir dire aussi bien l'un que l'autre. C'est compliqué, hein, c'est très compliqué. Donc, leur idée, c'est qu'il faut faire une association ouvrière.
des formes de coopératives de production, si vous voulez, mais eux, c'est pas le mot qu'ils emploient, hein, c'est association ouvrière de production, avec les syndicats qui sont en train de se reconstituer et qui doivent prendre en compte les entreprises. Mais c'est pas des gens qui disent voilà, ça suffit. Ah, voilà, la solution est miraculeuse. Parce qu'ils savent qu'il faut de l'argent. Ça ne suffit pas de dire comme ça. Il faut de l'argent, il faut du crédit pour faire fonctionner les entreprises. Ils ont donc toute une série de débats pour comment avoir du crédit pour un crédit démocratique en quelque sorte pour ces associations ouvrières qui vont prendre en main la production. Là aussi c'est assez intéressant. Les temps ont changé, mais c'est aussi, il y a tout un débat là-dessus. Et comment et comment quoi? Comment ils ont fait? Ils ont pas le temps. Hein. Il faut toujours la même chose, ils n'ont pas le temps. Il y a 60 jours. Ils commencent juste à mettre en place le système. Ils commencent à récupérer les premiers ateliers juste dans les derniers jours de la commune. Hein. Donc ils n'ont pas vraiment le temps de développer tout ça. Mais voilà, ils sont sur cette idée-là. À côté, il y a les banques. Donc les banques, il faut dire que effectivement la majorité des élus, alors les élus, hein, je ne sais pas exactement dans le peuple comment c'était vécu, mais la majorité des élus n'est pas favorable. Hein. Bon, il y a une discussion. La majorité des élus, ils sont très loin d'ailleurs même de ces idées de nationalisation, etc. Quoi. C'est très loin, le mot n'existe pas d'ailleurs, hein, de toute façon. Donc ils sont assez loin de ça. Et donc, ils n'ont effectivement pas du tout pensé à aller prendre à la Banque de France, etc., des choses. En plus, les banques ont été assez habiles, parce que Rothschild et la Banque de France leur ont prêté quand même un peu d'argent. Hein. Alors, ils envoyaient beaucoup d'argent à Versailles, mais ils prêtaient de l'argent à la commune aussi. Parce que la bourgeoisie, la grande bourgeoisie, met toujours un petit peu de... On ne sait jamais, hein. S'ils avaient gagné, ils auraient continué à presser, certainement, pour dire, bon, que ce soit maintenant des républicains intransigeants qui soient au pouvoir, hein, d'accord, mais vous avez vous voyez. Hein. Donc ils ont quand même prêté, la Banque de France, 1 million de francs or à la commune, et Rothschild aussi pas mal. Hein. Donc c'est assez complexe. Alors ils ont eu le sentiment que ça leur suffisait d'ailleurs pour faire fonctionner la machine de la commune. Hein. La machine de la commune fonctionne, mais ils n'ont pas vu qu'en même temps, effectivement, la Banque de France envoyait par convoi 10 millions de francs or à Versailles. Donc ils n'ont pas vu un certain nombre de choses essentielles. Jean-Louis, en complément de ce que tu dis, on ne peut pas se quitter sans qu'évidemment, toi et Claudine, vous nous parliez un petit peu des droits sociaux nouveaux, qui accompagnent tout le mouvement. Oui, c'est vrai qu'il y a des droits sociaux qui ont été acquis ou qui ont commencé à se mettre en place parce qu'il faut le temps pour faire passer dans la vie les choses. Et comme on le disait, les 72 jours c'est un délai très très court. Mais ce que l'on a vu, c'est que 10 ans plus tard, après la Commune, ces idées étaient tellement importantes et une volonté tellement du peuple, on a retrouvé certaines de ces idées 10 ans après. Des choses ont été mises en place, créées, c'était des propositions des communards. Alors sur quelques-unes des acquis, on peut dire que c'est dans la vie de tous les jours que ça s'est passé. Par exemple, ils ont discuté d'un salaire minimum, et puis ça s'est transformé dans les administrations, empêcher qu'il y ait un écart de salaire trop grand entre les bas salaires et les hauts salaires. Donc ils ont demandé à ce que le salaire le plus élevé ne dépasse pas un certain plafond. Ça nous rappelle quelque chose. Voilà. Donc c'était en 1871. Ils ont demandé l'égalité de salaire entre hommes et femmes. Ils n'ont pas eu le temps de le mettre en place, sauf pour les instituteurs et les institutrices. Comme ils avaient en plus un salaire très très bas,
ils ont revalorisé ce salaire parce que les enseignants avaient un salaire de misère. On ne peut pas faire un bon enseignement, disait-il, sans des conditions normales de vie. Et on en est maintenant à un écart de salaire de 23%. C'est quand même important. Je vais parler tout à l'heure de l'Union libre. C'est vrai qu'ils ont précédé de nombreuses années des droits qu'on a mis un temps considérable à gagner. Alors, évidemment, il y a des choses qui n'ont pas été décidées. Par exemple, le droit de vote, ça n'a pas été proposé par la commune. On ne peut pas dire qu'il y a eu cela. Par contre, les femmes ont participé à des commissions ministérielles. Elles étaient dans ce qu'on pourrait appeler des ministères. Et ça, il a fallu là encore de longues années avant de retrouver des femmes dans un ministère, avant d'avoir le droit de vote en France. Il y en a eu quelques-unes, mais ça a mis du temps. Et le droit de vote en France, on en a eu qu'en 1945. Après une guerre où les femmes ont donné beaucoup dans la résistance, et on ne pouvait pas faire autrement que de leur accorder ce qu'elles avaient arraché par leur conduite dans les faits de la résistance. Il y a d'autres mesures qui ont été proposées. Et moi, Jean-Louis, j'en oublie une. J'ai recommencé l'idée. Il y a beaucoup de mesures sociales qui sont prises par la commune. La suppression des amendes. La peine de mort, mais pas la peine de mort en telle quelle. Sur les droits sociaux, déjà, la suppression des amendes, les retenues sur salaire. L'interdiction du travail de nuit, qui était une première mesure, finalement, des boulangers, qui est une première mesure de contrôle du temps de travail, finalement, limité sûrement, mais qui en fait indique que l'intervention sur le temps du travail. Il y a des formes de premier, c'est assez complexe, salaire minimum, qui sont d'une part salaire maximum, mais aussi dans le privé, des formes de premier salaire minimum qui sont introduits. Donc il y a aussi un début de construction d'un droit du travail, des droits sociaux, d'un droit du travail qui commence à se mettre en place. Tout ça, typiquement, quelque chose qui n'est pas décidé par la commune. C'est pour vous montrer comment ça fonctionne. C'est très compliqué. Il y a effectivement ce gouvernement, entre guillemets, de la commune, c'est-à-dire les élus, mais il y a une sorte d'initiative populaire qui a sa part considérable de poids. Donc là, la décision de brûler les 2 guillotines qui étaient entreposées à la Roquette, devant la statue de Voltaire à la mairie du 11e arrondissement, statue qui n'y est plus, c'est une décision du comité du 11e arrondissement, même pas des élus d'ailleurs, du comité de vigilance du 11e arrondissement, avec l'appui des bataillons de la garde nationale, qui décide de brûler cette guillotine, qui prend une force, qui est pour des raisons très complexes d'ailleurs, mais qui donne une force symbolique à marquer une opposition à la peine de mort. D'ailleurs, la commune ne voulait pas non plus recommencer, ne voulait absolument pas recommencer, ils sont contraints, mais la commune ils sont contraints d'arriver à certaines choses comme ça, mais la commune ne voulait absolument pas recommencer la terreur. C'était une de leurs idées, on n'allait pas, ils ont exécuté Clément et Thomas dans la fureur d'une insurrection. Vous allez en Tunisie, vous savez, il y a eu des gens qui ont été tués pendant l'insurrection en Tunisie. Je veux dire, il y a toujours ça. Mais ils ne voulaient pas, ils voulaient une révolution qui ne serait pas, qui ne serait pas terroriste, qui ne serait pas morticide. Ils y sont évidemment amenés de plus en plus au fur et à mesure de la commune, parce que ça c'est évidemment un problème auquel ils sont confrontés. Ils sont de plus en plus amenés à prendre des mesures lorsqu'ils se constatent que les Versaillais exécutent les prisonniers. Alors ils vont répliquer. En tout cas, ils vont menacer de répliquer. Lorsqu'il y a des journaux, vous voyez les gens de presse, lorsqu'il y a des journaux qui paraissent et qui disent, parce que la liberté de la presse au départ, ils sont pour,
de leur base. Hein. Quelqu'un comme Vallès, d'ailleurs, même jusqu'au bout, lui dira tant pis, laissons tout paraître. Vallès, hein, il s'oppose au décret sur la presse en disant non, tant pis, laissons tout paraître. Alors, mais il y a une majorité dans la commune, ça fait partie de leur débat, qui dit voilà, écoutez, on ne va pas laisser paraître dans la presse des appels à tuer les racailles de communards. C'est pas possible. Il faut interdire ces journaux. Ils sont interdits. Donc ils sont confrontés à beaucoup de débats, vous voyez, qui sont extrêmement aussi, comme certains aspects contemporains, dans les rapports avec les milliards, on pourrait dire aussi beaucoup de choses. Juste un droit social qui m'avait échappé mais qui est important à notre époque, c'est de confier aux salariés le pouvoir dans les entreprises. À la Poste, TES met en place un conseil où les salariés sont représentés, prennent leur place et participent aux décisions. Et dans les ateliers s'installe l'autogestion, les prémices de l'autogestion. Le mot n'existe pas, c'est pas comme ça, mais ce sont les salariés eux-mêmes qui s'organisent pour reprendre du travail là où il y en a, pour donner du travail aux gens, pour recenser les salariés, pour recenser les ateliers abandonnés par les patrons. Et ça, c'est une idée qui serait très, très intéressante de creuser aujourd'hui. Et ça m'échappait tout à l'heure. Mais vous avez à l'entrée, je fais un petit peu de pub, mais il y a des brochures qui racontent toute l'œuvre sociale de la commune, avec toutes les propositions faites par les communards. Et vous avez aussi l'excellent numéro hors série de l'humanité, que je vois qu'on rendit au fond. Il y en a encore une de mesures qu'on a oubliées, il y en a beaucoup, mais qui est quand même aussi extraordinairement actuelle, c'est la réquisition des logements vides pour les donner à ceux qui n'en ont pas. Et ça, c'est une mesure qui est réellement appliquée. Vous allez dans les archives, vous voyez des billets, monsieur machin, veuillez installer madame et Maëla dans ce logement, etc. Et demander au concierge d'ouvrir les portes. Hein. C'est réellement appliqué. Mais pour revenir à la discussion du départ, quand même, tout ça, ça fonctionne effectivement sur la base de la démocratie communale. Hein, c'est-à-dire que ça à la source quand même de tout ça, il y a l'exigence démocratique. Il y a l'exigence démocratique parce que c'est ce processus d'engagement, hein, de reprise de souveraineté par le peuple qui permet ça. Alors, c'est vrai que là, au niveau de l'actualité, c'est là qu'est la question la plus brûlante, hein, qui est comment actuellement retrouver le chemin du sentiment que le peuple a vraiment sa souveraineté, parce que tant qu'il n'aura pas ce sentiment concret de cette souveraineté, il peut aller où il se désintéresse, où il va à toutes les aventures. Voilà. Hein. Donc il est très... oui, il ne faut pas être trop pessimiste non plus, il y a aussi beaucoup de possibles. Il y a aussi beaucoup de possibles. Hein, il y a aussi beaucoup de possibles. Hein, il y a aussi beaucoup de possibles dans les crises. C'est aussi des choses dans les années 1830-1840. Hein, elle commence avec les premiers mouvements à l'intérieur des républicains, les premières réflexions des philosophes socialistes. Elle commence avec Fourier, c'est de l'utopie, mais en même temps, c'est des idées qui avancent. Elle commence avec la remise en cause de l'idée de propriété que Saint-Simon relativise en disant la propriété n'existe qu'en fonction de l'utilité générale. Oui, c'est ce qu'avait dit Saint-Simon. C'est un grand révolutionnaire, mais voilà, tout d'un coup, il remettait en cause la Révolution française dans sa base centrale, qui est la propriété. Il dit oui, la propriété, oui, mais les formes de la propriété n'ont de sens que d'abord à partir de l'utilité générale. Donc, tout ça, ça a maturé dans les luttes
des ouvriers, des luttes, ou quand ce n'était pas des ouvriers, des luttes populaires. Ça s'est cristallisé dans des luttes, dans des organisations, des compétitions entre les organisations, hein, parce que ça, entre les blanquistes, les marxistes, les jacobins, etc. Bon, bah, ça se bagarrait aussi, hein, mais avec cette idée, toujours mettre le peuple dans le coup. Toujours. Ou presque le contraire. Toujours taper sur le peuple. Presque le contraire, le peuple qui prend le pouvoir. Voilà. Ah, c'est le peuple qui prend le pouvoir. Ah non, on ne lui confie pas. Il le prend. Il le prend à un moment. Il va falloir qu'on arrête, Jean-Louis, mais Claudine, juste un dernier mot avant qu'on arrête, parce que je sais que ça vous tient à cœur. Le 18 mars dernier, jour anniversaire de la commune, on a publié un appel dans l'Humanité réclamant, appelant à la réhabilitation des communards. J'imagine que vous avez un mot à dire sur ça et on terminera sur ça. On l'a fait. Cette pétition a déjà été signée par des centaines de personnes, on peut le dire, on est presque un millier au moins peut-être un millier de personnes, on arrive au millier déjà de personnes. On va réécrire dans l'humain sur ça. Donc, nous vous invitons à la citer, à la signer. Hein. Il s'agit pour nous de faire en sorte de considérer fondamentalement que l'amnistie des communards en 1880 ne suffit pas, car l'amnistie n'est pas révision des jugements, n'est pas reconnaissance du crime. Et donc, sans souhaiter se lancer en révision de procès, demandons que partout les communards soient maintenant reconnus pour l'action qu'ils ont faite. Ils reprennent place dans nos rues, dans les mairies, sur les plaques, dans l'enseignement. Nous pensons que c'est la meilleure chose que l'on puisse faire pour leur rendre hommage et pour qu'aussi tout ce qu'ils ont fait revienne d'actualité. Je pense que Jean-Louis vous a dit les mesures concrètes que l'on voulait voir appliquées, et nous avons, pour placer les choses dans l'actualité, les mesures démocratiques et sociales qui restent d'actualité. Et nous disons dans cette pétition que nous voulons une démocratie qui permette au peuple d'être entendu et de conserver sa pleine souveraineté. Et on pense que toutes les autres propositions qui en découlent, la reconnaissance de la citoyenneté pour les étrangers, l'égalité des salaires des femmes et des hommes, la réquisition des logements, tout ce que l'on a dit tout à l'heure, la démocratie sociale et le contrôle salarié, la justice accessible à tous, parce que financièrement ça ne l'est pas, l'école laïque gratuite et obligatoire, parce que maintenant ce n'est plus cela. On pense que c'est la plus belle forme de réhabilitation qu'on puisse avoir pour les communards. Et voilà pourquoi nous avons préparé cette pétition qui a connu, comme on l'a dit déjà, un grand succès. Nous avons plus de 100 signatures par jour actuellement. Il faut dire que le nombre de rencontres, lui aussi, est important et qu'évidemment, ça facilite la signature. Voilà pourquoi nous avons demandé de lancer cette pétition pour la réhabilitation des communards. Simplement, et que Gambetta avait dit qu'il allait poser une pierre tumulaire sur les communards, sur cette période de la commune, et il a bien réussi parce que cette charte de plomb, on a bien du mal à la soulever. Et l'image négative de la commune, avec cette période sanglante, avec tout ce qu'on fait peser sur le dos des communards, oubliant par exemple que le premier incendie c'était quand même provoqué par les bombardements des Versaillais, et que s'il y a eu des incendies ensuite, c'était une défense, aussi une forme de défense, mais c'est toujours cette image-là qu'on donne en référence. Alors, je vous invite à aller voir une exposition qui aura lieu au mois de mai, de juin,
28 mai, 19 juin, non, c'est ça, au Cordelier, rue de l'École de médecine, parce que Jean-Louis en est le commissaire d'exposition, et là vous verrez l'œuvre sociale de la commune, et pas une histoire de la commune édulcorée, comme on a trop l'habitude de voir dans les expositions traditionnelles et officielles. Merci Jean-Louis Robert, merci Claudine Ray. Vous pouvez signer la pétition, donc profitez-en. Merci chaleureusement à tous d'être venus ce soir. C'est beau dehors, mais c'était bien aussi ici. Bonsoir. C'est aussi du tout 3 €, oui, ça fait 6. C'est la commune et les étrangers. Dans le cadre justement de l'exposition de la commune. Avril,